Je suis allé dans mon chalet de montagne pour me ressourcer et j'y ai trouvé mon fils et la famille de sa femme installés. Qu'est-ce qu'un parasite comme toi fait chez moi? Mon propre fils m'a traité de parasite la veille de Noël, debout dans mon chalet de montagne avec la famille de sa femme, qui croyait chaque mensonge qu'il leur avait raconté. Ils pensaient que j'étais juste un vieil homme fou qui perturbait leurs vacances parfaites. Mais alors que je regardais mon garçon prétendre être le propriétaire de la maison que j'avais construite de mes propres mains, je savais qu'un seul appel téléphonique suffirait à le faire pâlir de terreur. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez ce soir. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin pour voir ce que cet appel téléphonique a fait à mon fils. La veille de Noël ne pouvait pas mieux tomber. Après la pire année de ma carrière, 3 grosses affaires immobilières s'étaient effondrées, des clients menaçaient de poursuites à gauche et à droite. J'avais besoin de ça. Juste moi, mon chalet de montagne et un silence complet pour les 4 prochains jours. La route sinueuse familière qui montait vers les montagnes Blue Ridge agissait toujours comme un remède pour mon âme. Chaque virage ravivait des souvenirs de la construction de cet endroit avec ma défunte femme Sarah, il y a 15 ans. Elle l'appelait notre sanctuaire, et après l'avoir perdu à cause d'un cancer 3 ans plus tôt, il était devenu le mien seul. Ce chalet représentait tout ce dont nous avions rêvé, un endroit où le monde ne pouvait pas nous atteindre, où le stress des affaires fondait comme la neige au soleil de printemps. Chaque rondin, chaque pierre avait été choisie avec amour. C'était censé être ma garantie de paix. Cette garantie a volé en éclats au moment où mes phares ont éclairé l'allée. 2 véhicules étranges étaient garés là où seul mon camion avait sa place. Un Honda Pilot blanc et une berline argentée que je n'avais jamais vue. À travers les fenêtres de mon chalet, des lumières chaudes se déversaient dans l'obscurité de décembre. Et même depuis ma voiture, je pouvais entendre ce qui me glaça le sang, de la musique de fête et des rires. Quelqu'un faisait la fête dans ma maison. Je suis resté assis dans le siège du conducteur, moteur éteint, essayant de comprendre ce que je voyais. La boîte à clés de secours près de la porte d'entrée était ouverte. Une seule personne avait ce code d'urgence, quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. Maintenant, cette confiance ressemblait à un couteau dans ma poitrine. La lourde porte en chêne était légèrement entr'ouverte, laissant l'air chaud s'échapper dans la nuit d'hiver. L'odeur m'a frappé alors que j'approchais, du vin cher, de la nourriture, et quelque chose de pire, l'odeur d'étrangers traitant mon espace privé comme leur salle de fête personnelle. J'ai poussé la porte et suis entré. Cette personne que je n'avais jamais vue auparavant avait envahi mon salon. Des bouteilles de champagne vides recouvraient ma table basse. Quelqu'un avait réarrangé mes meubles pour leur célébration. Mais ce qui m'a vraiment fait serrer la mâchoire, c'est la vue au-dessus de la cheminée. Ma photo préférée de Sarah et moi avait été mise de côté pour faire place aux décorations de quelqu'un d'autre. Ce n'étaient pas seulement des intrus. C'étaient des gens qui s'étaient sentis complètement chez eux. Le groupe était mixte, un couple plus âgé dans la soixantaine, une jeune femme d'environ 30 ans, et quelques autres dispersés sur mes meubles en cuir comme s'ils étaient les propriétaires. Ils étaient en pleine conversation animée, les verres levés pour une sorte de toast, complètement inconscients de ma présence. C'est alors que je les repérai. Debout près de ma cheminée en pierre, tenant ce qui ressemblait à mon bourbon de 20 ans d'âge, la bouteille que Sarah m'avait offerte pour notre dernier anniversaire, un jeune homme au début de la trentaine s'est soudainement raidi. Son rire s'est éteint en plein milieu alors que nos regards se sont croisés à travers la pièce. La reconnaissance fut instantanée et dévastatrice. Pendant un moment qui a semblé durer 1 heure, aucun de nous n'a bougé. La fête continuait autour de nous, mais tout le reste s'est estompé en bruit de fond. Ce n'était pas une effraction au hasard. Ce n'étaient pas des étrangers qui avaient eu de la chance avec mon code de sécurité. L'homme qui se tenait dans mon salon, buvant mon bourbon, traitant mon sanctuaire comme son terrain de jeu personnel, n'était pas du tout un étranger. Et à en juger par l'expression de panique pure qui a traversé son visage, il savait exactement qui j'étais, moi aussi. Le choc de la reconnaissance m'a frappé comme un coup de massue en pleine poitrine. Preston, mon fils, debout dans mon salon après presque 2 ans de silence radio, tenant mon bourbon comme si l'endroit lui appartenait. J'avais cessé d'essayer de le joindre il y a 18 mois, après des dizaines d'appels et de SMS sans réponse qui disparaissaient dans le vide. La dernière fois que nous nous étions parlé, il m'avait raccroché au nez lors d'une dispute au sujet de ses dettes de carte de crédit croissantes. Depuis, rien. Pas d'appel pour mon anniversaire, pas de message pour les fêtes, pas même une réponse quand je lui avais envoyé un SMS pour l'anniversaire de la mort de Sarah. Et maintenant, il était là, dans mon sanctuaire, me regardant comme si j'étais le problème.
La seconde s'est étirée entre nous comme un fil tendu, prêt à rompre. Puis quelque chose a changé dans son expression. La panique initiale que j'avais aperçue s'est transformée en calcul, et le calcul s'est durci en quelque chose de laid et de délibéré. Qu'est-ce qu'un parasite comme toi fait chez moi? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai même chancelé en arrière, ma main cherchant instinctivement le cadre de la porte pour me stabiliser. Dans toutes nos disputes, tous nos désaccords au fil des ans, Preston ne m'avait jamais parlé avec une telle venin, une telle cruauté calculée. Le fait qu'il le fasse maintenant devant des étrangers me donnait l'impression que ma poitrine était écrasée dans un étau. L'ambiance de fête est morte instantanément. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu des phrases. Les vers se sont immobilisés à mi-chemin des lèvres, et tous les yeux se sont tournés vers nous comme si nous étions des acteurs qui venaient de monter sur une scène que ni l'un ni l'autre n'avions demandé. La jeune femme que j'avais remarquée plus tôt, petite, aux cheveux noirs, probablement à la fin de la vingtaine, s'est immédiatement placée à côté de Preston. Son langage corporel criait « mode protection » alors qu'elle se mettait légèrement devant lui. « Preston, qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme ?» La manière désinvolte dont elle a posé la question, comme si j'étais vraiment un étranger, m'a noué l'estomac. Depuis combien de temps Preston ment-il à ces gens sur sa famille, sur moi? Le couple plus âgé a échangé des regards inquiets. L'homme, d'apparence distinguée avec des tempes grisonnantes, s'est penché en avant sur sa chaise. La femme à côté de lui, élégante de cette manière naturelle que certaines personnes ont, a touché le bras de son mari avec une préoccupation évidente. Je n'ai aucune idée de qui est ce vieil homme fou. Preston a continué, sa voix gagnant en force alors qu'il jouait pour son public. Quelqu'un a dû lui donner la mauvaise adresse. Monsieur, vous devez partir avant que j'appelle la sécurité. Un vieil homme fou. Mon propre fils m'appelait un vieil homme fou devant des étrangers, niant mon existence même comme si j'étais un vagabond délirant qui était entré du froid. Preston, ai-je réussi à dire, luttant pour garder ma voix stable malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu seulement? Ses yeux ont brillé de quelque chose qui aurait pu être de la peur, rapidement masquée par une agressivité renouvelée. Je ne sais pas comment vous connaissez mon nom, mais ça ne vous donne pas le droit d'entrer par effraction dans ma maison. Ma maison? Les mots résonnaient dans ma tête comme une blague cruelle. C'était mon sanctuaire, mon refuge, mon mémorial à Sarah. Chaque pierre de cette cheminée, chaque poutre du plafond, chaque meuble soigneusement choisi représentait des années de planification, d'amour et d'espoir. Ta maison, la question est sortie comme un murmure à peine audible. C'est exact. La voix de Preston est devenue plus forte, plus confiante, alors qu'il se nourrissait de la présence de ses compagnons. C'est une propriété familiale, et vous êtes en train de violer une propriété privée. Je vous suggère de partir avant que les choses ne deviennent désagréables. La femme aux cheveux noirs a hoché la tête avec emphase. Preston a raison. Nous devrions appeler la police. L'homme plus âgé, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a soudainement pris la parole. Son accent avait une légère inflexion hispanique. Preston, attends un moment. Il a fait un geste vers moi avec une confusion évidente. Comment cet homme connaît-il le code de sécurité? Tu as dit que seule la famille avait accès à cet endroit. La question de Miguel est restée en suspens dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. J'ai regardé le visage de Preston, j'ai vu la lueur de panique revenir avant qu'il ne puisse la réprimer. Il a dû surveiller la maison, balbutia Preston. Ces régions montagneuses ont des problèmes avec des gens comme lui. Mais Miguel n'était pas satisfait. L'alarme était activée quand nous sommes arrivés. Tu l'as désarmé toi-même. Comment aurait-il pu connaître le code? La question de Miguel semblait drainer toute confiance du visage de Preston. Je l'ai regardé se démener pour trouver une explication qui ait du sens. Il me harcèle, a dit Preston, sa voix plus aiguë qu'auparavant. Ces régions montagneuses attirent des fous. Il m'a probablement regardé entrer le code de loin. Même Preston semblait réaliser à quel point cela sonnait ridicule. Les sourcils de Miguel se sont levés, sceptique, mémoriser un code à 6 chiffres depuis l'autre bout d'une allée sombre était impossible, et tout le monde le savait. Mais Preston n'avait pas fini de s'enfoncer. C'est la propriété de montagne de ma famille. J'en ai hérité de mon grand-père il y a 2 ans. Elna, l'élégante femme plus âgée, a penché la tête avec confusion. Preston, tu n'as jamais mentionné de grand-père ni d'héritage.
J'ai vu le doute s'installer sur leur visage. Ces gens tenaient clairement à Preston, mais ils commençaient à voir les fissures dans son histoire. Carmen semblait partagée entre la loyauté et une suspicion croissante. Preston ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi important, dit-elle, mais sa voix vacillait. N'est-ce pas? Le visage de Preston est devenu rouge. Pourquoi mentirais-je sur ma propre propriété? Ce vieil homme fou essaie manifestement de nous arnaquer. C'en était assez. J'avais écouté mon fils me traiter de parasite, de vieil homme fou et maintenant d'escroc. La douleur était vive, mais la détermination prenait le dessus. Je me suis avancé, ma voix calme malgré la tempête dans ma poitrine. Je suis son père. Les mots ont frappé comme des pierres jetées dans une eau calme, envoyant des ondes de choc à travers le groupe. C'est ma maison, ai-je continué. Je l'ai construite il y a 15 ans avec ma défunte femme Sarah. Chaque poutre, chaque pierre a été choisie par nous. La main d'Elena s'est portée à sa bouche. Les yeux de Miguel allaient de Preston à moi, cherchant une ressemblance familiale. Carlos, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a soudainement pris la parole. Attendez, dit Carlos lentement, la réalisation se faisant jour dans sa voix. Lawson est aussi votre nom de famille, n'est-ce pas? L'observation a frappé comme un éclair. Je pouvais voir les pièces du puzzle s'assembler, le nom de famille partagé, la connaissance du code de l'alarme, la familiarité avec la maison que Preston ne pouvait pas expliquer. Le visage de Carmen est devenu pâle. Preston, a-t-elle murmuré. Cet homme est-il vraiment ton père? La bouche de Preston s'est ouverte et fermée sans un mot. Sa performance confiante s'effondrait comme un château de cartes. Non, a-t-il finalement réussi à dire, mais le déni sonnait creux. Je ne sais pas à quel jeu malsain il joue. Preston. La voix de Miguel a percé le babillage désespéré avec une autorité tranquille. Si cet homme ment, appeler la police devrait tout clarifier rapidement. Carmen attrapait déjà son téléphone, ses mouvements vifs de colère et de confusion. C'est exactement ce que je vais faire. J'appelle la police tout de suite. Alors qu'elle portait l'appareil à son oreille, j'ai surpris l'expression de Preston. Le masque était finalement tombé complètement, laissant derrière lui quelque chose que je reconnaissais de son enfance. Le regard d'un garçon pris dans un mensonge si énorme qu'il ne pouvait pas trouver son chemin pour en sortir. La sonnerie familière a rempli le silence alors que Carmen attendait que quelqu'un réponde. Preston se tenait figé, réalisant probablement que dans environ 10 minutes, chaque mensonge qu'il avait raconté à ces gens serait exposé par des documents officiels. L'héritage de son grand-père, sa propriété de la maison, peut-être même des mensonges encore plus grands dont je n'étais pas encore au courant. La vérité arrivait, qu'il soit prêt ou non. Des lumières rouges et bleues ont fendu l'obscurité, suivies de 3 coups secs qui ont fait figer tout le monde. 2 officiers sont entrés avec une efficacité routinière. Le plus âgé, trapu avec des cheveux grisonnants, a scruté la scène avec des yeux vifs. Sa jeune partenaire s'est positionnée là où elle pouvait voir tout le monde clairement. Nous avons reçu un appel pour une effraction, a dit l'officier plus âgé. Quelle est la situation? Carmen s'est avancée, me désignant du doigt. Cet homme est entré par effraction dans notre maison. Il harcèle mon mari et prétend de façon insensée être le propriétaire de cette propriété. Preston a hoché la tête vigoureusement. C'est un étranger dérangé qui me harcèle, officier. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Le déni désinvolte de mon propre fils a ressenti comme un coup de couteau, mais j'ai gardé ma voix stable. Je suis Scott Lawson. C'est ma propriété. Les yeux de l'officier se sont déplacés entre Preston et moi, notant notre nom de famille commun. Pouvez-vous le prouver, monsieur Lawson? J'ai des documents dans ma voiture. Je sors tout juste du bureau de mon avocat cet après-midi. Nous mettions à jour les papiers de succession. Le dossier est dans ma mallette. L'officier de police femme a hoché la tête. Allons voir ça. La marche jusqu'à mon camion a semblé interminable. Derrière moi, la voix de Preston devenait plus désespérée alors qu'il essayait de convaincre les officiers que j'étais un escroc élaboré, mais je savais ce qu'il y avait dans ce dossier, 15 ans de documentation légale qui mettrait fin à la mascarade. Je suis revenu avec le dossier manille contenant mes papiers les plus importants. L'officier plus âgé a étalé le contenu sur ma table basse sous le faisceau de sa lampe de poche, actes de propriété, registres fiscaux, police d'assurance, permis de construire, même le certificat d'inspection finale de quand Sarah et moi avions terminé le chalet. Il a examiné chaque document attentivement,
sa lampe de poche se déplaçant sur les sceaux officiels et les signatures. La pièce retenait son souffle pendant qu'il travaillait. Ces documents montrent clairement que Scott Lawson est le propriétaire légal depuis 2009, a-t-il annoncé en levant les yeux. Son regard s'est tourné vers Preston avec un nouvel intérêt. « Fils, pourquoi avez-vous prétendu être propriétaire d'un bien qui ne vous appartient pas ?» La couleur a quitté les visages de la famille Thompson. La main d'Elena a couvert sa bouche. L'expression de Miguel est passée de la confusion à la colère. Carlos regardait Preston comme s'il le voyait pour la première fois. Carmen a reculé de Preston, sa posture protectrice se dissolvant. « Preston, tu nous as dit que c'était la maison de ton grand-père. »« Je peux expliquer » a commencé Preston, mais sa voix s'est brisée sous le poids des mensonges qui se heurtaient. « Faire de fausses déclarations sur la propriété est grave », a dit l'officier femme d'un ton sévère, surtout lorsque cela implique de faux rapports aux forces de l'ordre. L'officier plus âgé a refermé le dossier et me l'a rendu avec une reconnaissance respectueuse. « Monsieur Lawson, je m'excuse pour la confusion. Vos documents sont clairement en ordre. » Il s'est tourné pour observer le groupe qui avait traité ma maison comme leur salle de fête personnelle. La question maintenant est, que voulez-vous faire de cette situation ? Ses yeux ont rencontré les miens directement. L'officier me demandait si je voulais que ces personnes, y compris mon propre fils, soient expulsées de ma propriété. Après 18 mois de silence, après avoir été traité de parasite et de vieil homme fou dans ma propre maison, après avoir vu Preston mentir à des gens qui tenaient manifestement à lui, la décision aurait dû être facile. Mais en regardant le visage de mon fils, en voyant le garçon que j'avais élevé quelque part derrière le masque de mensonge et de désespoir, cela m'a semblé être le choix le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Chaque paire d'yeux dans la pièce était fixé sur moi alors que la question de l'officier restait en suspens dans l'air comme une épée attendant de tomber. Le poids de ce moment pesait sur mes épaules. 32 ans de paternité, 3 ans de veuvage, et 18 mois de silence, tout convergeait vers ce choix unique. J'ai regardé Preston, je l'ai vraiment regardé, essayant de trouver des traces du petit garçon qui construisait des forts en couverture dans cette même pièce lorsque nous venions de terminer la construction. Le garçon qui m'avait aidé à planter les jeunes chênes qui dominaient maintenant à l'extérieur de ses fenêtres. Le garçon que j'avais promis à Sarah de toujours protéger, quoi qu'il arrive. Je prendrai toujours soin de lui, lui avais-je murmuré pendant ces derniers jours où le cancer la dévorait morceau par morceau. Il ne sera jamais seul tant que je serai en vie. Maintenant, cette promesse ressemblait à des chaînes autour de ma poitrine. Elena Thompson s'est avancée, son élégante contenance se fissurant sous une détresse évidente. Monsieur Lawson, s'il vous plaît. Nous n'en avions aucune idée. Nous sommes terriblement désolés pour cette intrusion. Miguel a hoché la tête avec emphase à côté de sa femme. Nous ne serions jamais venus ici si nous avions su la vérité. Preston nous a dit que c'était la propriété de sa famille, héritée de son grand-père. Nous prévoyions même de l'aider financièrement, a ajouté Elena, sa voix épaisse d'embarras, un investissement de 23 000 € dans sa nouvelle entreprise. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. 23 000 €. Ces bonnes personnes, car je pouvais voir sur leur visage qu'elles étaient vraiment de bonnes personnes, s'étaient préparées à remettre leurs économies à mon fils sur la base de ces mensonges. L'ampleur de la tromperie de Preston était encore pire que ce que j'avais imaginé. Carmen, qui était restée figée depuis la vérification de l'officier, a soudainement retrouvé sa voix. Preston m'a dit que son père l'avait abandonné quand il était enfant, dit-elle, ces mots à peine plus qu'un murmure. Il a dit que vous étiez parti et que vous n'aviez jamais regardé en arrière. La trahison m'a coupé plus profondément que n'importe quelle blessure physique aurait pu le faire. Non seulement Preston avait nié mon existence ce soir, mais il m'avait systématiquement effacé de l'histoire de sa vie pendant des mois, peut-être des années. Pour ces gens qui tenaient manifestement à lui, je n'étais pas seulement absent. J'étais le méchant d'une histoire triste conçue pour gagner la sympathie et le soutien. Ma voix est sortie plus rauque que je ne l'avais prévu. Tu m'as traité de parasite dans ma propre maison la veille de Noël. Preston a tressailli comme si je l'avais giflé. Papa. S'il te plaît, je peux expliquer. Peux-tu ? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Peux-tu expliquer pourquoi tu as dit à ta femme que je t'avais abandonné ? Peux-tu expliquer pourquoi tu prévoyais de prendre 23 000 € à ses parents sur la base de mensonges ? Peux-tu expliquer pourquoi tu es dans ma maison, buvant mon bourbon, déplaçant les photos de ma femme, traitant mon sanctuaire comme ton terrain de jeu personnel ? L'officier s'est légèrement déplacé,
reconnaissant clairement qu'il s'agissait d'une crise familiale qui allait bien au-delà d'une simple violation de propriété. Oh oui, j'ai encouragé ce comportement pendant des années, ai-je dit, la réalisation me frappant comme de l'eau froide. Chaque fois que je l'ai tiré d'affaire, chaque fois que j'ai couvert ses dettes, chaque fois que j'ai trouvé des excuses pour ses échecs, je ne l'aidais pas. Je créais l'homme qui pouvait se tenir dans mon salon et me traiter de parasite sans sourciller. Sarah ne m'avait pas demandé de cautionner ses mensonges. Elle m'avait demandé de prendre soin de lui, de l'aider à devenir l'homme qu'elle savait qu'il pouvait être. Au lieu de cela, je l'avais transformé en quelqu'un qui pouvait escroquer des gens innocents et nier l'existence de son propre père. Le garçon que j'avais élevé était toujours là quelque part, mais il était enterré sous des années de ma propre protection mal avisée. Ma main s'est déplacée vers la poche de ma veste, mes doigts se refermant sur le poids familier de mon smartphone. L'officier attendait toujours ma réponse, mais j'ai réalisé que la question ne concernait pas seulement l'expulsion de ces personnes de ma propriété. Il s'agissait de savoir si j'étais enfin prêt à cesser de cautionner l'homme que mon fils était devenu. J'ai sorti le smartphone de ma poche, sa lueur bleue projetant des ombres sur mon visage déterminé. L'application bancaire s'est ouverte avec un bip familier qui semblait anormalement fort dans le silence. Laissez-moi montrer à tout le monde ce que j'ai vraiment payé. J'ai tenu l'écran pour que tout le monde puisse voir des mois de paiements automatisés. L'appartement de luxe où tu vis, Preston, 2600 € par mois. C'est moi qui paie ça. Carmen a eu un hoquet audible. J'ai fait défiler d'autres transactions, chacune étant une preuve de tromperie. Les paiements de la voiture pour cette BMW dehors, 780 € par mois, aussi de moi. J'ai tourné le téléphone vers la famille Thompson, leur laissant voir les preuves. Le visage de Miguel est devenu cendré. Elena a couvert sa bouche avec des doigts tremblants. Assurance maladie, assurance auto, assurance habitation, ai-je continué méthodiquement. Toutes sous mes polices, toutes payées par moi. La voix de Preston s'est brisée. Papa, s'il te plaît. Pas devant eux. 3 cartes de crédit à ton nom. Solde actuel 11 000 €. Devinez qui fait les paiements? Carmen a regardé Preston, la trahison écrite sur son visage. Tu m'as dit que ton salaire couvrait notre style de vie. Les mensonges se démêlaient plus vite que Preston ne pouvait en tisser de nouveau. Je l'ai regardé chercher des explications qui n'existaient pas, une allocation mensuelle de 1 400 €. Service téléphonique, internet, charges, tout ce dont tu as besoin pour maintenir l'illusion de l'indépendance. L'officier s'est approché, reconnaissant que cela allait bien au-delà des litiges de propriété. Le total que je t'ai donné annuellement dépasse 72 000 €, ai-je dit, laissant le chiffre flotter dans l'air. Pendant 6 années consécutives. Elena a fait un bruit comme si elle avait reçu un coup de poing. C'était plus que ce que beaucoup de familles gagnaient annuellement, et je l'avais donné à mon fils comme de l'argent de poche. Mon doigt s'est déplacé vers les options d'annulation, chaque pression délibérée et finale. Subvention de l'appartement, annulation initiée. Ces résiliations prennent effet dans les 48 heures. Le bip de confirmation électronique a résonné comme un glas. Paiement du prêt auto, annulé. Bip. Prélèvement automatique des cartes de crédit, annulé. Bip. Police d'assurance, couverture résiliée. Bip. Le visage de Preston est devenu blanc comme un linge. Papa. Tu ne peux pas faire ça. Comment suis-je censé? Service téléphonique, annulé. Bip. À chaque confirmation, un poids s'est levé de ma poitrine. L'inquiétude constante concernant la prochaine crise de Preston. Le cycle sans fin des renflouements et des promesses non tenues prenait enfin fin. J'ai fermé l'application et rangé le téléphone. Tous les visages me fixaient avec des expressions allant du choc à quelque chose qui aurait pu être du respect. Ça se termine ce soir. Le silence s'est étiré avant que je ne prononce les mots qui allaient tout changer. Faites vos bagages et quittez ma propriété. Vous tous. Maintenant. La finalité dans ma voix m'a surpris moi-même. Après 6 ans de soutien financier, après 18 mois de silence, après avoir été traité de parasite dans ma propre maison, je traçais enfin une ligne infranchissable. La bouche de Preston s'est ouverte pour protester, mais aucun mot n'est sorti. Le masque confiance était complètement fissuré, ne laissant que le visage d'un homme qui venait de réaliser que son filet de sécurité avait disparu pour toujours. La famille Thompson se tenait figée, calculant probablement à quel point ils avaient failli perdre 23 000 € à cause de la tromperie élaborée de mon fils.
Carmen regardait entre Preston et moi, comprenant que tout dans leur relation avait été construit sur des mensonges. L'officier a légèrement hoché la tête, reconnaissant que la justice se présentait parfois sous des formes qui n'avaient rien à voir avec des menottes ou des dates de procès. Le bruit des fermetures éclairs de valises et des manteaux froissés a rempli le silence comme les suites d'un enterrement. Personne ne parlait alors que la réalité s'installait sur la pièce comme de la cendre. La famille Thompson s'est déplacée avec une efficacité désespérée. Helena pliait les vêtements avec des mouvements vifs, contenant à peine sa colère et son humiliation. Miguel rassemblait leurs affaires, évitant le contact visuel avec Preston. Dieu merci, nous ne lui avons pas encore donné cet argent, a murmuré Miguel à sa femme, le soulagement épais dans sa voix. Carmen jetait des objets dans son sac avec une efficacité violente. Chaque mouvement était ponctué de regards vers Preston qui aurait pu couper du verre. Sa posture protectrice s'était évaporée, remplacée par une fureur pure. Carlos faisait ses bagages en silence, son visage portant l'expression de quelqu'un qui venait d'apprendre que tout ce qu'il savait sur une personne était un mensonge. « Papa, s'il te plaît. » La voix de Preston s'est brisée alors qu'il s'approchait de moi. « Est-ce qu'on peut juste parler en privé ? Je peux tout expliquer. » Je l'ai regardé et j'ai vu des flashs du petit garçon qui m'aidait à empiler le bois de chauffage pour cette cheminée. Mais ce garçon était enterré sous 6 ans de mensonges et de dépendance financière que j'avais encouragé. Il n'y a plus rien à discuter, ai-je dit avec une finalité surprenante. Les officiers se sont positionnés stratégiquement, assurant un départ ordonné malgré les courants sous-jacents émotionnels qui menaçaient d'exploser. Helena a hoché la tête avec raideur lorsqu'on lui a demandé s'ils avaient tout. Miguel a mis leur valise sur son épaule. Carmen a fermé la fermeture éclair de son sac comme si elle déchirait du tissu et l'a jeté sur son épaule sans regarder Preston. Ils se sont dirigés vers la porte en procession, à la fois pressés et réticents. Preston est resté, faisant une dernière tentative désespérée. « Papa, je sais que j'ai tout gâché, mais nous sommes une famille. Tu ne peux pas juste. Tu as fait ton choix quand tu m'as traité de parasite dans ma propre maison la veille de Noël. » Le visage de Preston s'est décomposé, mais je m'étais déjà détourné. Je ne pouvais pas regarder le dernier film reliant au fils que j'avais élevé se rompre finalement. La lourde porte en chêne s'est refermée avec une finalité qui a résonné dans chaque pièce. Les moteurs des voitures ont démarré, les pneus ont crissé sur le gravier, puis se sont estompés dans la nuit de décembre. Le silence. Je me tenais au milieu des débris de la fête. Des bouteilles de champagne vides encombraient ma table basse. Quelqu'un avait laissé des crackers à moitié mangés sur mon étagère. Leur décoration de Noël semblait étrangère et intrusive contre les murs familiers. Mon sanctuaire avait été violé, récupéré, et se trouvait maintenant dans les décombres d'une explosion familiale qui se préparait depuis des années. Je me suis affalé dans mon fauteuil en cuir près de la cheminée, le même fauteuil où Sarah avait l'habitude de se blottir avec des livres les soirs d'hiver. Le silence semblait différent maintenant. Pas le calme paisible que j'étais venu chercher ici, mais quelque chose de creux et de douloureux. Pendant 32 ans, j'avais été le père de Preston. Pendant les 6 dernières années, j'avais été son complice. Ce soir, j'étais enfin devenu quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir être, sa conséquence. Le poids de cette réalisation s'est abattu sur moi comme une lourde couverture. J'avais tenu ma promesse à Sarah, j'avais pris soin de Preston, mais quelque part en chemin, prendre soin de lui était devenu prendre tout en charge pour lui. J'avais créé un homme qui pouvait traiter son propre père de parasite sans sourciller. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. La photographie de Sarah, que j'avais discrètement remise au-dessus du manteau de la cheminée, semblait regarder avec compréhension. Elle avait su que ce jour viendrait, n'est-ce pas? Su que l'amour signifiait parfois lâcher prise, même quand cela vous arrachait le cœur. J'ai fermé les yeux et laissé le silence m'envahir. Demain apporterait des conséquences imprévisibles. Preston apprendrait à se débrouiller seul. Les Thompson digéreraient la trahison. Carmen déciderait si son mariage pouvait survivre à ses fondations de mensonges. Mais ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. L'étrange paix qui vient quand on fait enfin ce que l'on sait être juste, même quand cela coûte tout. Une semaine après cette confrontation de la veille de Noël, l'écran de mon téléphone racontait une histoire de désespoir croissant. 23 appels manqués, tous du numéro de Preston. La paix que j'avais ressentie cette première nuit avait duré exactement 12 heures. Les SMS ont commencé le lendemain matin et ont évolué quotidiennement, chacun étant un instantané de son monde qui s'effondrait.
Jour 1, papa, s'il te plaît, appelle-moi. Jour 3, nous logeons dans un motel. Jour 5, la famille de Carmen ne nous aide plus. Jour 7, s'il te plaît, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je les avais tous ignorés, mais la progression était impossible à manquer. Chaque message portait plus de panique, moins de l'arrogance qu'il avait mis dans ce pétrin. Le 7e jour, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Papa, s'il te plaît, ne raccroche pas, la voix de Preston était creuse, vaincue. Nous vivons dans ma voiture maintenant. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais je me suis forcé à rester silencieux. C'était à cela que ressemblaient les conséquences lorsque le filet de sécurité disparaissait. La famille Thompson a coupé tout contact avec nous, a-t-il continué, la voix brisée. Miguel m'a traité de sale menteur et a raccroché. Elena n'ouvre même pas la porte quand Carmen va chez eux. Je pouvais imaginer leur visage, la déception, la colère d'avoir été dupée par quelqu'un qu'ils considéraient comme de la famille. Elena était furieuse quand elle a découvert le faux investissement commercial, a ajouté Preston. Ce sont de bonnes personnes, papa. Ils ont fait des doubles journées pour économiser cet argent. Elena faisait des ménages le week-end. Miguel conduisait pour Uber après son travail habituel, tout ça pour aider ce qu'il pensait être une opportunité légitime. L'ampleur de sa trahison était stupéfiante. Ce n'étaient pas des gens riches qui pouvaient se permettre de perdre 23 000 €. C'étaient des gens de la classe ouvrière qui avaient raclé leurs économies pour aider ce qu'ils croyaient être le rêve entrepreneurial de leur gendre. Soudain, la voix de Carmen a éclaté en arrière-plan, vive de fureur. Dis-lui comment nous vivons dans ta voiture. Dis-lui comment mes parents ne me regardent même plus. Carmen, s'il te plaît, a commencé Preston. Non. Sa voix est devenue plus forte alors qu'elle attrapait le téléphone. Monsieur Lawson, votre fils a détruit la confiance de ma famille. Mes parents se sont épuisés au travail pour cet argent. Je pouvais entendre la douleur sous sa colère, l'humiliation d'expliquer à ses parents que leur pécule si durement épargnée avait failli être remis à un escroc qu'ils avaient accueilli dans leur maison. Ils étaient si fiers que leur fille ait épousé quelqu'un de prospère, a continué Carmen, la voix brisée, et tout n'était que mensonge. Une dispute a éclaté au téléphone, Preston essayant d'expliquer, Carmen le coupant avec des accusations acerbes. Leurs voix se sont superposées dans un crescendo de blâme et de récrimination. Tu es un menteur pathétique, a crié Carmen avec finalité. Je demande le divorce. Je ne peux même plus te regarder. Une portière de voiture a claqué. Un moteur a démarré, des pneus ont crissé. Le silence. La ligne est devenue silencieuse, me laissant dans mon chalet tranquille avec le poids de ce dont j'avais été témoin. Preston avait tout perdu, sa femme, la confiance de sa famille, leur soutien financier, et maintenant leur mariage. L'effet domino de ma décision de la veille de Noël s'était déroulé exactement comme je l'avais su. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé dans ma cheminée. La paix que j'avais ressentie une semaine plus tôt semblait lointaine, remplacée par quelque chose de plus lourd, mais non moins certain. Les conséquences étaient complètes et irréversibles. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. 4 mois plus tard, j'étais assis sur ma terrasse avec mon café du matin, regardant la lumière du soleil d'avril filtrer à travers les montagnes Blue Ridge. Le printemps avait transformé le paysage. Les fleurs de cornouiller parsemaient les flancs des collines comme de la neige éparpillée, et l'air portait le doux parfum du renouveau. Le chalet ressemblait de nouveau à un sanctuaire. Pas de visiteurs inattendus, pas de crise financière, pas d'appel téléphonique exigeant que je résolve les problèmes de quelqu'un d'autre. Juste le calme paisible que j'étais venu chercher à l'origine en arrivant ici en cette veille de Noël chaotique. La meilleure décision que j'ai jamais prise, me suis-je murmuré, et je le pensais vraiment. Mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. Pendant un instant, j'ai envisagé de le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Papa, c'est moi. La voix de Preston était différente, sobre, dépouillée de l'arrogance qui avait défini notre dernière conversation. J'appelle depuis le téléphone d'un ami. Je n'ai rien dit, attendant. Je voulais m'excuser pour tout, a-t-il continué. Je sais que j'ai vraiment tout gâché. Je travaille dans un entrepôt maintenant, je charge des camions. Carmen et moi sommes officiellement divorcés. L'information m'a frappé avec moins d'impact que je ne l'aurais cru. 4 mois de silence avaient créé une distance qui semblait à la fois nécessaire et permanente.
Je vis dans un studio, je paie mes propres factures pour la première fois depuis des années, a ajouté Preston. Je réalise maintenant à quel point j'ai profité de toi, à quel point je t'ai fait du mal. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu depuis des années, une humilité sincère. Pas la contrition manipulatrice qu'il utilisait pour demander de l'argent, mais une réelle compréhension des dommages qu'il avait causés. Pourrions-nous peut-être repartir à zéro ? A-t-il demandé doucement. Je sais que je ne le mérite pas, mais nous sommes toujours une famille. J'ai regardé les montagnes, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Une partie de moi, celle qui se souvenait de lui avoir appris à faire du vélo, de l'avoir aidé avec ses devoirs, de l'avoir acclamé à sa remise de diplôme du lycée, voulait dire oui. Mais une plus grande partie, celle qui avait appris de douloureuses leçons sur la complaisance, savait mieux. Preston, j'ai passé 30 ans à trouver des excuses pour ton comportement, ai-je dit calmement. Je pensais t'aider, mais en réalité, je t'empêchais de grandir. Je le sais maintenant. Tu avais besoin d'apprendre à te débrouiller seul, ai-je continué. Chaque fois que je t'ai tiré d'affaire, je t'ai privé de la chance de développer une vraie force, un vrai caractère. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que je me suis demandé s'il avait raccroché. Je ne serai plus ton filet de sécurité, ai-je dit finalement. Ce n'est pas de l'amour, Preston. C'est de la complaisance, et j'en ai fini avec la complaisance. Papa, s'il te plaît. La prochaine fois que tu auras des ennuis, ne m'appelle pas, ai-je dit, me souvenant de cette confrontation de la veille de Noël avec une clarté cristalline. Appelle ces officiers de police comme tu l'as fait cette nuit-là. Peut-être qu'ils auront de meilleurs conseils. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Puis j'ai entièrement supprimé ses coordonnées, regardant son nom disparaître de mon téléphone comme de la fumée se dissipant dans l'air de la montagne. La finalité de cette petite action m'a semblé étonnamment libératrice. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la vue qui nous avait attirés, Sarah et moi, à cet endroit il y a 22 ans. Les montagnes se dressaient, inchangées, indifférentes au drame humain, offrant le genre de perspective qui ne vient qu'avec la distance et le temps. Sarah aurait compris cette décision, ai-je réalisé. Elle m'avait demandé de prendre soin de Preston, pas de l'étouffer avec une protection mal avisée. Le véritable amour signifiait parfois de laisser les gens faire face à leurs propres conséquences, même si cela vous brisait le cœur de regarder. Un cardinal s'est posé sur la balustrade de la terrasse, ses plumes rouges brillantes contre la lumière du matin. Il a penché la tête vers moi un instant, puis s'est envolé vers la forêt, libre et sans entrave. Plus de parasites dans ma vie, ai-je dit à haute voix, les mots se propageant dans l'air calme de la montagne comme une promesse à moi-même. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement, véritablement libre. Parfois, la leçon la plus difficile que Dieu nous enseigne est que l'amour ne signifie pas dire oui à tout. J'ai appris que rendre quelqu'un dépendant n'est pas prendre soin de lui, c'est le paralyser. Pendant 30 ans, j'ai cru être un bon père en rattrapant toujours Preston quand il tombait. Mais Dieu m'a montré que le véritable amour signifie parfois de prendre du recul et de laisser les gens faire face à leurs propres conséquences. Cette histoire vraie a changé tout ce que je croyais sur la responsabilité familiale. Comme beaucoup d'histoires de grands-pères transmises de génération en génération, elle porte une vérité qui touche au plus profond. Nous ne pouvons pas sauver les gens d'eux-mêmes. La chose la plus aimante que j'ai jamais faite pour mon fils a été la plus difficile, j'ai cessé d'être son filet de sécurité. Dieu a une façon d'utiliser notre plus profonde douleur pour nous enseigner nos leçons les plus importantes. Quand Preston m'a traité de parasite dans ma propre maison, ce n'était pas seulement des mots cruels. C'était un signal d'alarme dont j'avais besoin depuis des années. Les histoires vraies comme celle-ci nous rappellent que nous devons parfois tout perdre pour trouver notre liberté. Les montagnes m'ont appris quelque chose cette veille de Noël, la paix ne vient pas en évitant les conflits, mais en faisant ce qui est juste, même lorsque cela nous coûte tout. C'est une leçon qui mérite d'être partagée, tout comme les histoires de grands-pères qui ont façonné ma propre compréhension de l'amour exigeant. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu à choisir entre rendre quelqu'un dépendant et l'aimer véritablement? N'oubliez pas de le faire.